À la 1, à la 2 et à la 3, le FC Metz continue de surfer sur un renouveau toujours aussi surprenant après avoir disposé de l'OGC Nice, encore avec la manière après match. La nouvelle dynamique du FC Metz a permis de remettre en avant certains joueurs, focus sur ces acteurs forts de ces derniers matchs. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau Graoli Mag. Pour les plus fans de cette émission, les fidèles suiveurs, vous l'aurez remarqué, cette émission se fera sans les aigus. Ce week-end, ça a été un petit peu la fiesta entre le Moselle Open, mais également ce match du FC Metz et le retour du froid. Voilà, on va pas se mentir, Habib Diallo n'a pas aidé pour nos cordes vocales. Mais c'est pas grave, parce qu'évidemment, je ne suis pas seul autour de ce plateau pour parler de l'actualité du FC Metz. Il a suivi la tendance de la moustache en novembre. Notre fidèle consultant Stéphane Borbicuni. C'est comme ça que je vais t'appeler. Salut Émeric, salut à tous. Ça te va très très bien, sache-le. Ah oui, merci, toi aussi. Bah, merci, voilà, on fera un boys band des années 80 ensemble. Ouais. Face à toi, ils sont deux, ils n'ont pas abordé la moustache. Bon, bah c'est pas grave, on les aime quand même. Mathéo Philippe est avec nous. Bonsoir à tous, je le ferai après l'émission si tu veux alors. Il faut pas nous le dire deux fois ça. Gérald Russalo est également avec nous. Bonjour, on va fermer la table des chroniqueurs. Bah, elle est là la moustache. Oui mais toi elle est accompagnée, tu vois. Oui, il faut s'en contenter. Mais je m'en contenterai, ne t'en fais pas. Nous évidemment on ne se contente pas de 2 victoires, on en préfère 3 et on va en parler tout de suite dans le journal de la Ligue 1. Il y a 2 semaines, nous revenions sur la défaite 6-1 du FC Metz face au LOSC. Désormais, le FC Metz est sur une série de 3 victoires consécutives en Ligue 1. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2021. Stéphane, on savoure du côté du FC Metz avec une nouvelle prestation aboutie de la part des Grenats. Bah, bien sûr, on savoure après un début de championnat quand même compliqué. Et il y a eu une prise de conscience, je pense, au niveau... Après, j'ai pas de reproche à faire au niveau de l'état d'esprit lors des 8 premiers matchs. Parce qu'on a vu des joueurs quand même qui étaient combatifs, pas récompensés et en manque de confiance totale. Et là, ils ont su retourner la situation à leur avantage avec beaucoup de travail, beaucoup de force de caractère, notamment contre Lens, où c'était pas évident de recevoir Lens qui était en pleine bourre et à domicile. Et il y a eu un gros travail psychologique fait du côté de Stéphane Lemignan. On voit une équipe qui est beaucoup plus agressive, beaucoup plus en confiance, qui tente. Il y a des prises d'initiative. On voit un collectif avec des bases qui sont saines et j'entends par là au niveau défensif avant tout. On a compris qu'il fallait d'abord bien défendre. On voit Sabali dans son couloir qui venait prêter main forte à Kwao. On voit également Titashvili également défendre avant d'attaquer parce qu'on avait Klose et Abdi qui étaient très haut sur le terrain. Donc on a remis les choses un petit peu à l'endroit, on a mis un peu plus de verticalité, et on l'a vu sur la passe décisive de Bamin, défenseur central pour Habib Diallo. Donc beaucoup de pragmatisme, beaucoup de confiance. Beaucoup d'initiatives et les Messins sont justement récompensés avec cette série de 3 matchs et de 3 victoires. 3 victoires, Gérald, on pouvait se poser la question, je crois que Stéphane Lemignan l'avait fait en conférence de presse, parce que je ne suis même pas sûr que ce soit arrivé en Ligue 2 l'année dernière, qu'il y a eu 3 victoires consécutives en championnat. Tout de même, ça reste une sacrée performance en Ligue 1. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont réussi à le faire. Sur les 3 derniers matchs, le FC Metz est la seule équipe à avoir réussi à faire ça. Il fallait ça pour rattraper son retard. On s'y attendait pas, mais finalement, c'est là. Oui, c'est d'autant plus extraordinaire qu'on sait d'où on vient et on sait le début de saison qu'il y a eu. Donc, ouais, alors je vais reprendre les mots de notre ami Patrick Muller hier sur RMC qui parlait de résurrection. C'est vrai que ça ressemble à une résurrection. C'est assez extraordinaire ce qui se passe. Il y a 2 semaines, on demandait presque la tête de Stéphane Lemignan. Enfin, presque. On l'a demandé. Hein, tu l'as dit. Il faut dire les choses clairement. On se demandait s'il était l'homme de la situation. Finalement, Metz a réussi à jouer avec plus de pragmatisme sans perdre leur ADN aussi. Parce qu'il faut dire, oui, c'est vrai qu'il y a du jeu direct, mais tu gardes quand même ta façon de jouer. Ce qui permet finalement d'avoir quelque chose de complet que tu n'avais peut-être pas justement les saisons précédentes. En fait, ils jouent comme on avait envie de les voir jouer et ils sont récompensés. Jusqu'où ils vont aller, ça j'en sais rien, mais ça fait plaisir et que d'émotions au stade encore une fois. C'est beaucoup plus consistant sur toute la durée du match. C'est-à-dire que lors des 8 premières journées, il y avait des bonnes choses dans le contenu. À Paris, contre Lyon même, mais il y avait des trous d'air, notamment Monaco également, qui remettaient en question un petit peu ce qui pouvait être de positif sur 60-70% du match. Alors que là, les 3 derniers matchs,
pendant 90 minutes, on a une équipe qui est au niveau dans l'engagement, dans l'état d'esprit, au niveau technique, et qui se nourrit aussi des erreurs de l'adversaire, qui crée du jeu, mais qui est beaucoup plus intelligent dans sa façon d'exploiter les failles de l'adversaire. Parce que quand on a encaissé le but à 1-0, personnellement, j'étais presque serein. Je me suis dit, bon, on a encaissé le but un peu contre le cours de jeu, mais on voyait qu'on continuait à faire ce qu'on faisait tout le match. Presser, garder la balle, avoir quelques situations. Et bon, le penalty tombe un peu du ciel aussi. On en reparlera sûrement après, mais moi j'étais confiant justement de là à gagner le match. Je les ai pas vus perturber. Ce qui prouve que cette équipe a du caractère. Ouais, et marqué à la fin, encore une fois. Marqué encore une fois à la fin, les 3 matchs, c'est sur les 10 dernières minutes. Et là, c'est une vraie force de caractère. Oui, parce que Stéphane Lumignan il attendait de voir justement quelle allait être justement la réaction de son équipe en cas de but pris. Parce que jusqu'à présent, les 2 matchs qu'on a gagnés, on les avait gagnés 2-0. Donc là, il avait presque envie de voir si son équipe était capable de réagir. Finalement, on a vu qu'avec le caractère, tout est possible. Ils ont continué à jouer. Et ce n'était pas évident parce que quand tu prends un but à domicile, tu as les fantômes un peu du passé qui peuvent ressurgir et tu peux un petit peu... Justement, tu parles des fantômes du passé. C'est la première fois que tu t'imposes après avoir été mené au score. On va le voir sur les autres matchs. Quand c'était arrivé, le FC Metz a... On peut utiliser le terme sombré, à part peut-être face à Strasbourg, où il n'y a eu qu'un but à 0, mais c'est 5 défaites quand le FC Metz a encaissé le premier but. Et on voit les équipes, c'est 3-0 contre Lyon, 3-0 contre Marseille, 4 contre Toulouse, 6-1 contre Lille. Il est vrai que, alors je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais Stéphane Lumignan en avait parlé en conférence de presse d'avant-match, il avait dit ok, ça se passe bien en ce moment, maintenant il faudra voir comment cette équipe est capable de réagir. Je doute qu'ils n'ont pas fait exprès d'encaisser le premier but. Mais ils ont montré au moins. Mais ils ont montré, et Mathieu, on le voit dans les stats du match, tu l'as dit, on regarde la possession, 49% contre 51, on a 9 tirs à 11 de part et d'autre, 2 tirs cadrés à 4, 420 passes contre 439. Bon, c'est les stats d'un match qui a été un peu serré, mais on l'a dit, tu ne méritais pas de perdre dans ce match. Non. Pas beaucoup de monde a pensé à la défaite à ce moment-là parce que c'était un but contre le cours du jeu finalement. L'entame de match est très bonne des Messins. Il y a quand même quelques situations dès le début. Ensuite, c'est un peu plus mou dans la rencontre, mais on conserve la balle. Nice marque plutôt contre le cours du jeu quand même, je trouve. Et finalement, oui, ils n'ont pas sombré. Ils étaient quand même toujours là dans les duels, le pressing. On était placé haut aussi à tenter de récupérer la balle. C'est comme ça qu'on prend le but d'ailleurs. Oui, mais c'est vrai qu'au moins tu tentes. Et on s'ouvre un petit peu trop au milieu, notamment Deminguet et Alpha Touré, et on se fait transpercer par une passe, je crois, du gardien de 30-40 mètres. Toute la situation niçoise est bien réalisée. Et qui est bien réalisée. Franchement, le talent, il a parlé chez eux. T'as en 3 passes. En 3 passes, tu fais tout le terrain. Tu as du gardien au défenseur au milieu à Lichaud. Et la reprise est imparable. Très vite. Et dans la verticalité, il n'y a pas eu de passe latérale. Il la prend, alors que la passe, il y a un petit rebond. En une touche, il te l'arrive à te l'enrouler. Elle n'est pas facile du tout. Oui, magnifique. Il est vrai qu'on parlait de Stéphane Lumignan avant la rencontre. On l'a fait réagir en conférence de presse d'après-match, cette fois-ci, sur on va dire, cette nouvelle facette du FC Metz. Et évidemment, on s'en félicite du côté du board. Ouais, la différence avec les autres matchs, c'est ça. On avait des interrogations sur la capacité de l'équipe à bien défendre, on le savait, mais quand on n'encaissait pas de but, la dernière fois qu'on a encaissé des buts, on perdait les matchs. Et l'interrogation à la mi-temps, c'était un peu celle-là, c'était pas de partir. On a eu, après ce but, justement, on a eu quelques minutes où on n'a pas géré nos émotions, on jouait mal pendant 4-5 minutes, on a failli presque prendre un deuxième. Donc on a la capacité de l'équipe à réagir, elle a bien redémarré cette deuxième mi-temps. Malgré la déception de la première, parce que la première mi-temps, je pense qu'on doit mener au score, et on est mené sur un très beau but de Shaw. Et l'équipe, elle a réussi à renverser la situation, donc ça c'est vraiment une belle soirée pour nous. L'équipe qui a réussi à renverser cette rencontre, mais Stéphane Lumignan, lui, n'a pas renversé sa dynamique depuis quelques matchs maintenant, notamment dans la composition d'équipe, vous allez le voir. Elle n'a pas changé, sauf un joueur, c'est le retour de Gauthier qui faisait son retour de suspension après ce carton rouge reçu face à Lens. C'est la même équipe que face à Lens, soit dit en passant. Gérald, j'ai envie de poser une question qui peut paraître un peu bizarre quand on voit cette composition d'équipe, mais on va en reparler. Mais après 12 journées, est-ce que c'est ça le 11 type du FC Metz ? Force est de constater que les résultats parlent pour ce 11. Et la nouveauté aussi, c'est que du coup, on a un banc. Clairement, on a un banc. Quand tu vois que tu peux faire rentrer Traoré, Stambouli en fin de match, Ibou Sané qui fait des très bonnes rentrées, tu as encore Bokele, tu as de la consistance que j'avais presque envie de dire que tu n'avais pas avant, quand tu mettais vraiment tous tes titulaires habituels. Et tu as encore des absences.
Et t'as encore des absences, Touré, bien sûr. pour ne citer que. Mais oui, c'est le 11 type du moment, puisqu'il gagne de toute façon. Et t'as des mecs qui montent en puissance. Je pense à Alpha Touré, on en parlera tout à l'heure. Donc c'est une équipe en confiance et les rentrants ont envie de se montrer et de participer à la fête. Il y a une espèce de saine concurrence qui est en train de naître. Donc tous les voyants sont ouverts. Enfin un peu de stabilité et surtout derrière, c'est ce qui manquait. Et rien que pour la défense, la charnière centrale avec Fischer, pour qu'il y ait un peu de cohésion entre eux, voilà, elle ne bouge plus maintenant. Sadibou Sané n'est plus là. Pas grave, tant mieux presque, on a envie de dire, malheureusement pour lui. Il faudra qu'il regagne sa place. Oui, il faut qu'il regagne sa place, mais pour l'instant, Yekbe Gbama, ça tient largement la route. Colin, tu vois que tu titularises pas des noms en fait. Tu titularises des joueurs qui sont en confiance actuellement ou c'est la confiance qui prime sur une certaine en confiance, et l'intérêt suprême, c'est l'intérêt de l'équipe. Avant tout, un coach qui a raison, c'est un coach qui gagne. Ouais. Et quand vous gagnez et que vous engrangez de la confiance, ça métamorphose complètement non seulement le 11 de départ, mais également tout le groupe. Parce que les résultats, le travail est validé par les résultats. Donc ça crée un petit peu une osmose et puis une synergie qui fait que même si demain vous changez un joueur dans le 11, l'équilibre et la performance globale de l'équipe ne baissera pas parce que vous avez des tauliers, vous avez des joueurs qui ont pris beaucoup de responsabilités. Je parle de Gauthier Hein, de Bamin, l'émergence aussi d'Alpha Touré au milieu de terrain. Donc ils font le taf tout simplement. Donc c'est la confiance et puis on prend des points, donc on va de l'avant, on tente des choses et puis tout ça, ça crée quelque chose qui fait que l'équipe à un niveau bien supérieur au début de saison. Ouais, on mettait en avant qu'il n'y avait jamais le même 11 les 10 premières journées, ce qui crée un problème justement parce que tu avais blessure ou alors le Mignan qui ne savait pas où faire jouer, par exemple Sissachvili ou ce genre de joueur, et ça peut être embêtant aussi. On comprend le début de saison, c'était logique, c'est ce qu'on disait ici sur ce plateau, parce qu'il y a eu des recrues tardives qui sont arrivées avec des niveaux de physique pas homogène, Habib Diallo, des joueurs pas forcément à leur poste, Alpha Touré qui était arrière gauche contre Angers, Yekbe qui était arrivé en semaine et qui était titulaire à Paris FC. Il fait un entraînement, je crois. Donc il y a eu un tâtonnement au niveau des postes, au niveau physique. Maintenant, je pense que tout le monde est à un niveau homogène. Et surtout, ils savent qu'ils sont capables d'avoir des résultats ensemble. Et maintenant, les remplaçants, il faudra qu'ils prouvent Ballo-Touré ou Sané, qu'ils sont capables de gagner leur place. Et ça marche pour tous les remplaçants. On va regarder justement ceux de cette rencontre. Gérald, tu en parlais tout à l'heure, c'est vrai que sur les derniers matchs, les remplaçants ont souvent été décisifs. Ça n'a pas été le cas sur ce match. Je me posais quand même la question, est-ce que vous avez sorti qu'il y a peut-être un petit peu moins d'importance sur ce match-là, parce que c'est vrai que le dernier but intervient, on va en parler après, la 85e, mais c'est une passe de Gbama pour Habib Diallo qui était déjà titulaire. Mais on le voit, il y a des joueurs d'expérience, Stambouli, Traoré, Assoro dans une certaine mesure, des très jeunes joueurs, Ibou Sané, Cléo Mélière. Tu as tout sur ce banc finalement. Alors les deux premiers changements, je pense qu'ils peuvent influencer le match, et ils l'ont fait, parce qu'ils interviennent à la 77e minute. Le changement de Joël Assoro, c'est parce qu'Habib Diallo était vraiment sur les rotules. On peut comprendre, il a quand même fait énormément d'efforts. Peut-être même un peu blessé, non ? Il se tenait la il se tenait un petit peu. Il est sorti un peu en boitant. Ouais. Après, les derniers changements, c'est clairement pour la forme. Pour la forme et gagner du temps aussi, parce que tu es dans les arrêts de jeu. Donc oui, quand tu vois ce banc-là, et tu as encore Sadibou Sané derrière, tu dis oui, il y a de la consistance. On attend le premier but de Joël Assoro avec impatience. Le fameux but qui arrive dans les arrêts de jeu en général quand tu gagnes déjà 2 ou 3-0. Mais ouais, déjà 2 ou 3-0. Voilà, il faut déjà gagner 2 ou 3-0. Ça arrive ces derniers matchs, mais quand tu vois comment ça joue, tu te dis que maintenant c'est possible. Il y a 2 semaines, tu aurais dit non, c'est impossible. Maintenant, maintenant ça peut. Il y a quand même Après, il y a quand même 3-4 semaines, on disait que le banc ne répondait pas non plus présent. C'est un peu un retournement de situation grâce justement à ce retour de la confiance. Je pense que ça s'explique surtout par ça. Parce que victoire amène la victoire. Voilà. Et puis tu rentres dans... Alors je pense que tu seras d'accord avec moi, mais tu rentres dans d'autres dispositions aussi. Là, c'est des joueurs qui rentrent à 1 ou 2-0, alors que ceux d'avant, ceux d'un match, ils rentraient déjà 2 voire 3-0 à la mi-temps. C'est pas la même disposition non plus à ce moment-là. Oui, ils rentrent quand le match peut être gagné et où l'équipe se comporte bien sur le terrain. Après, c'est un double
avantage d'avoir un banc comme ça, c'est que ça pousse les titulaires à être performants, parce qu'ils savent que s'ils passent à côté, il y a des mecs sur le banc qui peuvent rentrer ou voir... C'est un joueur comme Sabaly qui ne voulait pas sortir sur le match. Je me souviens bien, on avait l'impression qu'il s'était peut-être fait une petite blessure musculaire. Et regarde, il dit non, je ne veux pas sortir maintenant. Il est sorti quelques minutes plus tard. Oui. C'est des joueurs qui montrent qu'ils ont faim et qui sont un peu déçus, on le comprend, de sortir, parce que tout le monde a envie de prouver. Oui, je trouve que c'est bien. Après, il faut faire attention, il ne faut pas d'état d'âme non plus, parce qu'il faut avoir conscience qu'en fin de match, on manque peut-être un petit peu d'énergie, faire rentrer le copain pour aider l'équipe. Toujours dans ce que je disais tout à l'heure, l'intérêt suprême de l'équipe. Mais c'est aussi important pour le 11 titulaire qui se bat et qui voit sur le banc des mecs rentrer qui apportent une plus-value, qui apportent de l'expérience, Traoré, Stambouli par exemple, et qui apportent de la sérénité. On se dit là, on est en train de se battre, on met le deuxième à la 84e minute, et puis il y a Stambouli qui rentre, etc. Donc ça vient renforcer ceux qui sont là et qui sont peut-être un petit peu fatigués, ou c'est dur peut-être mentalement dans les jambes, et donc c'est que du positif qui permet d'enclencher et de faire la différence. Peut-être pour ceux aussi qui sont titulaires parce que les autres sont blessés. On peut parler dans un premier temps de Maxime Collin, il fait des très grosses performances. On donne le poste à Fodé Ballo-Touré, peut-être plus forcément aujourd'hui. En défense, Sadi Boussané, pas sûr qu'il retrouve une place tout de suite. On l'a vu déjà ce week-end. Michel Mboula, ça va être à peu près pareil. C'est la loi du football. Ah oui, totalement. C'est la loi du sport de haut niveau dans n'importe quelle équipe. Au final. Comment ? Vaut mieux avoir ces choix-là, c'est de dire que finalement, tant mieux, si eux sont performants, au pied on a lui sur le banc. C'est des choix, oui, qui sont des choix de riches, entre guillemets. Oui, qui sont positifs, mais c'est la loi de la concurrence. Et quand la concurrence est saine, ça fait monter le niveau global de l'équipe. Parce que si vous n'avez pas de concurrence ou sur le banc, vraiment un fossé, Gérald en parlait tout à l'heure, avec un banc en début de saison peut-être inexpérimenté, vous ne voyez pas trop le danger et puis vous reposez peut-être un petit peu sur vos lauriers, même la semaine à l'entraînement. Tout ça, ça crée une émulation qui est importante pour le sport de haut niveau. La première prise de balle, par contre, quand Traoré est rentré... Oui, quand il perd le ballon. Il perd le ballon, je dis, oula, attention quand même. Mais il est décisif, mais pas dans le bon sens. Il a failli faire une cagade. Là. Gérald, on sait que depuis ce match, maintenant, tu t'es découvert une nouvelle passion pour l'arbitrage, et notamment pour Stéphanie Frappard. C'est vrai que l'arbitrage a eu son mot à dire dans ce match. Il y a eu des pénaltys sifflés, d'autres qui ont été annulés, d'autres qu'on aurait peut-être aimé voir, des fautes également. Qu'est-ce qu'on en a pensé de l'arbitrage finalement ? Alors oui, il sourit au FC Metz actuellement, mais est-ce qu'il a été si décollant que ça ? Absolument pas. Alors oui, je l'ai trouvé vraiment bonne hier. Il faut dire les choses. J'ai souvent critiqué parce que, évidemment, elle a fait. C'est sur le tirage de maillot qui a fait débat pas mal aussi. Pénalty, il y a 100 fois pénalty. J'entendais, oui, pas pénalty, c'est sévère. Non, parce qu'au départ. Parce que les tirages de maillot, t'en vois dans toutes les surfaces. C'était pour ça, pour faire la. Oui, mais t'empêches l'attaquant. Moi, je suis défenseur. Au départ, tu sais pas vraiment ce qui est réclamé. Tu sais pas si c'est une main. Une main. Voilà, tout le monde pense à ça. Et à partir du moment où il y a eu quelque chose de réclamé et qu'elle va voir, tu sais qu'il peut y avoir quelque chose. La VAR n'est pas toujours appelée quand il y a un tirage de maillot. Oui. Mais je trouve qu'elle a été courageuse hier. Elle est revenue sur ses décisions. J'ai l'impression aussi qu'elle avait des fois elle voyait pas certaines fautes, mais elle revenait dessus quand même, parce que quelqu'un l'appelait à l'oreillette. Moi, c'est le seul petit reproche que j'ai à faire. L'arbitrage était très bon, mais c'était lent, je trouve, dans les prises de décision. Ouais. Parfois, on voyait la faute. C'est comme ça. Hein. L'action se déroule 20 mètres, 2-3 secondes, c'est une éternité dans le foot. Pour le coup, et des équipes qui se font sanctionner. Tu regardes cette semaine Marseille en Ligue des Champions, ils se font sanctionner à cause de ça. La main de l'Atalanta qui n'est pas sifflée, t'attends en disant faudrait siffler, faire quelque chose. Finalement, tu laisses jouer. Puis des fois, tu reviens sur décision ou pas, mais tu as abandonné l'action dans un coin de ta tête. Quand tu réclames le pénalty à 3 ou 4 dans la surface, tu abandonnes ton équipe à ce moment-là pour quelques secondes, mais c'est trop tard. Les joueurs ont pris l'habitude maintenant avec l'assistance vidéo et ils ne doivent pas s'arrêter. Les premiers matchs, quand c'est arrivé, on peut comprendre, tu n'as plus l'habitude, mais maintenant, ça fait un moment qu'il y a la VAR quand même. Je ne parle pas de l'assistance vidéo, je parle des petites fautes au milieu de terrain où on voit manifestement tout le stade voit qu'il y a faute. On siffle tout de suite et ça, je trouve que ça casse un peu le rythme du jeu. Il y en a une où elle avait le dos tourné à l'action. Et tout le monde voit qu'il y a faute, elle a le dos tourné et l'action se continue et c'est seulement là qu'elle siffle. Donc tu vois qu'il y a à ce moment-là, il y a quelqu'un dans l'oreillette qui lui dit
attention, il réclame, il y a eu faute, voilà. Mais après, sincèrement, le penalty, oui, il y a un énorme tirage de maillot. Ah oui. Mais est-ce qu'on voit pas ça tout le temps? Parce qu'au début, Diallo, il est quand même un gros duel avec C'est le pas parce que défenseur tu le vois niçois. tout le temps qu'il faut le laisser passer. Ouais. Ah, mais il tombe Les pas. heures d'arbitrage, c'est qu'on ne sait pas Si siffler. demain, Matteo, on a joué ensemble, tu es un très bon attaquant, et je te tire le maillot, tu peux pas frapper, Bien sûr que je vais râler. c'est quand même... Bien sûr, je vais râler. Le faux débat. S'il y a faute, il y a pénalty, il n'y a pas de débat. Il tient Non, pas en le fait, maillot, il lui je suis arrache d'accord sur ça. complètement, quoi. Mais pour une Ah, fois, mais je vois ça ce que tu tombe veux en dire. notre faveur. Mais en fait, le truc, c'est que c'est des duels qu'on voit souvent. Et en plus, Diallo ne tombe même pas. Pour lui, il réclamait même une main. Même pas ce duel-là, j'avais l'impression. Et quand je jouais, je me rappelle, une année, tous les ans, il y a les arbitres qui viennent dans les Oui, vestiaires ils expliquent des les nouveaux clubs, règlements, etc. nouveaux règlements, et puis parfois ils mettent l'accent sur une règle du jeu. Et je me souviens, une année, ils nous disaient, attention, début de saison, tous les tirages de maillot sur corner, on sanctionne, ça sera penalty. Donc ne tirez pas le maillot. Ouais. Et si vous vous rappelez, c'était saison 2004 ou 2005, il y avait eu la première journée 4 ou 5 penalties sur l'ensemble des matchs de Ligue 1. Juste sur des tirages, parce qu'ils voulaient sanctionner. Ils ont sûrement eu des parce que recommandations au-dessus. Après, il y a aussi, des abus. Ah oui, il y a des des fois, fois, ceinture, l'attaquant, c'est pas du rugby non plus, quoi. Ouais, Heureusement ouais. hier que la VAR elle revient, parce que sinon Ouais. il faut changer les règles. Hein. Si demain le défenseur il a le droit de faire ça, bon bah allons-y. Parce que, gaiement. je sais plus, c'est une dizaine, 5-10 minutes après, Diallo qui retombe dans la surface, il est accroché par, on se disait justement, Emeric, peut-être justement. Et là, c'est un aussi, contact, là. C'est Ouais, différent. là c'était discutable aussi pour le Oui, coup. Là, oui, pour oui, moi, sur le coup, Mais bon, ouais. bon, moi, là, ça tourne dans notre sens pour une fois aussi. Mathéo, c'est vrai que sur les premiers matchs de cette saison, on avait peut-être tendance à zapper trop vite sur les matchs du FCMS, ou en tout cas on pouvait se le permettre à 2 ou 3-0. Là, ça fait 3 matchs maintenant. Ouais. Il faut faire attention parce que le FCMS Time existe désormais. Sur les 3 derniers matchs, 5 des 6 buts du FCMS ont été inscrits dans les 10 dernières minutes. C'est une donnée qui est assez importante, c'est une équipe qui ne lâche plus. C'est fort parce qu'on a souvent dit qu'en début de saison, on encaissait des buts à la fin. Et là, ça tourne désormais en notre faveur. C'est nous qui marquons. On revient sur ce même mot, mais dès que tu as la confiance et que tu montres du caractère, tu peux aller chercher un match nul ou une victoire. Et c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que j'étais plutôt serein quand on a encaissé le but. Je me suis dit, on joue bien. Ils ont montré qu'ils peuvent faire quelque chose et ils ont su aller chercher la victoire comme il fallait. Ça prouve surtout une chose, c'est que l'équipe est bien physiquement. Quand vous marquez aussi. dans le Et on dernier pouvait se quart poser d'heure, la question, hein, c'est Stéphane Moya, je crois, qui avait fait un comparatif, alors je ne sais plus si c'était sur le plateau en dehors, mais qui vous avait parlé du nombre de sprints qu'avait fait plus ou moins l'équipe et qu'elle était en dessous dans pas mal de domaines, notamment sur le plan des courses et tout. Là, aujourd'hui, Ouais, mais ça se voit qu'on est bien tu vois des physiquement. différences. Déjà par les stats. Je pense aussi que les équipes adverses, étant donné notre situation avant ces 3 matchs, et on était dernier, donc ils voulaient absolument nous battre et peut-être prenaient plus de risques. Et en étant hermétique défensivement, on en profitait. C'est-à-dire que l'équipe adverse s'ouvre un peu plus. Et c'est là qu'on pique, parce que aussi le mérite revient qu'on est dans le match. À la 85e, on est dans le match. Puis Contre à la Lens, fin on du a match, pas quand pris tu de but gagnes, contre tu fais Nantes. plus facilement la course Voilà. aussi. Hein, donc c'est un ensemble de choses et les buts de fin de match permettent de valider une victoire parce que t'en as pas pris 3 avant. Donc t'es mieux collectivement, t'es mieux individuellement, t'es dans le match, t'es bien physiquement et tu concrétises toutes ces bonnes choses par des buts et Il y a le coaching, ça arrive exactement à des moments où il y a eu du coaching. C'est aussi l'entrée de Sanfray qui fait que tu peux terminer les matchs presque mieux que tu les as commencés. On n'a pas l'impression que des fois il fait peut-être un peu le changement un peu trop tardivement, on sait pas, parce Oui, que évidemment. C'est une question d'équilibre aussi. Quand est-ce que c'est le bon moment, quand une équipe fonctionne C'est très pas bien facile, comme ça, justement, de ouais. changer, de briser peut-être une dynamique à ce moment-là? Au niveau des changements, Ouais. quand tu es à domicile, tu es à 1 partout face à Nice, tu sens que tu peux gagner. Je pense qu'il faut Iboussane, c'est très bien, faire rentrer des Mais joueurs. Mathéo, il pensait peut-être un peu plus tôt dans la rencontre. Je sais qu'il y a des moments, quand on perdait, il y a des moments où tu dis, fais peut-être des changements. Ça, Ouais. moi là, hier, dans le cas d'hier, ça m'a pas dérangé parce que l'équipe était en place. Il y avait depuis 3 moins matchs, le il donne matériel aussi, Aussi. sur le banc. C'est ce Exact. qu'on disait tout à l'heure. Tu as envie de faire rentrer. Tu regardes ton banc, tu te dis, lui, il peut amener Traoré, Stambouli, Iboussane, qui a aussi prouvé qu'il pouvait rentrer et être décisif, même à Lille. Même s'il y avait 6-0, mais C'est vrai il que est j'étais en train d'y penser. Je dis sur les 3 derniers matchs, c'est 5 des 6 buts, mais tu peux même remonter au match à Lille. Hein. Il a inscrit le but dans le temps additionnel, je crois. Donc en fait, c'est les 6 derniers buts du FCMS sur 7 qui sont inscrits après la 80e minute. Ouais. Genre des stats en direct. Ouais. Mais Pendant que vous l'important, parlez, c'est je que note.
ces buts rapportent des points. Si tu es à 6-0, tu mets un but, bon, c'est pas la même incidence qu'à un. Je te dirais que lui avait dit que c'était pas anecdotique pour le joueur et finalement ça s'avérait payant face à Lens notamment. Il y a eu un match ce week-end, vous le savez, Metz contre Nice, mais ce n'est pas tout. Il y en a eu d'autres lors de cette 12e journée, donc il y a des conséquences au classement. Avant ça, petit détour sur ces résultats. La victoire de Rennes face au Paris FC, de Marseille face à Brest ou encore de Lens face à Monaco. Match nul en bas de tableau entre Le Havre et Nantes, entre Lorient et Toulouse. La victoire d'Angers 2-0 de Strasbourg face à Lille. La victoire du Paris Saint-Germain pour clôturer cette journée. Et au classement, vous allez le voir, eh bien, un gros ouf de soulagement. Il y avait un gros coup à jouer dans le bas de classement. En haut, vous le voyez, c'est encore très serré. En bas également, c'est ce qui a nous intéressé. Le FC Metz est désormais 14e de ce championnat. Gérald, il est vrai qu'on a parlé lorsque ça allait mal d'une peut-être une mauvaise ambiance générale où ça jouait petit bras. Là, il y avait vraiment quelque chose à aller chercher dans cette journée. Et c'était peut-être l'occasion de ne pas se cacher derrière Nice et au-dessus au classement ou ce genre de choses. Et le FC Metz a réalisé peut-être le plus gros coup de cette journée. Alors je pense que la force du FC Metz et de Stéphane Le Million, c'est justement de ne plus regarder du tout le classement et de jouer les matchs face à des équipes, peu importe l'équipe maintenant. Tu sais que tu peux jouer comme ça. Donc au-delà des hommes, au-delà des changements, au-delà de tout ça, de la tactique, tu as une force collective, tu as une espèce d'aura qui commence à s'installer dans cette équipe. Tu le vois, hein, elle défend ensemble, elle attaque ensemble. Ce qui n'avait pas encore il y a 2 semaines contre Lille, par exemple. Là, tu retrouves vraiment une équipe qui va jouer justement, qui peut jouer n'importe quelle équipe devant elle. Tu vois qu'on est à 3 points des Paris FC avec leurs millions et leurs valises pleines de pognon. Et finalement, voilà, quoi, on se retrouve 3 points derrière eux. Bon, je pense que si on rejoue le match contre le PFC là aujourd'hui, pas certain que ce soit le même résultat, tu vois. Exactement. Donc c'est de bon augure. Tu as fait du chemin, cette équipe a fait du chemin grâce au travail de Stéphane Le Million, du staff, des joueurs, mais tu as plus de certitude. C'est sûr que tu parles de Paris FC, quand Yegbe arrive, tu te mets sur le terrain, tu as fait la préparation, tu as un joueur, tu ne le connais pas, tu vois, les autres joueurs. Donc tout ça, moi je trouve que ça impacte négativement le collectif, c'est-à-dire que ça baisse un petit peu parce qu'on ne connaît pas le niveau du joueur, on se doute que c'est un bon joueur, mais est-ce qu'il est en forme, pas en forme, à son poste, pas à son poste, quelles sont ses qualités, ses défauts, etc. Parle anglais en plus. Tout ça, il y a la barrière de la langue, donc ça met du temps. Maintenant, Yegbe, il est identifié défenseur central, costaud, bon dans les duels, bon de la tête, gaucher. Titulaire même. Maintenant, quand il est arrivé, il y avait pas mal de points d'interrogation. Est-ce qu'il est mieux dans un couloir ou pas ? Tout ça en Ligue 1, tu ne peux pas te le permettre. Il faut la préparation pour faire ces tests. Peut-être que Stéphane Le Million, s'il l'avait eu avant, il l'aurait mis arrière-gauche une fois ou deux en prépa. Bon, pas trop concluant, on le met dans l'axe. Tu vois ce que je veux dire ? Et peut-être qu'à Paris, on revient avec un nul. Et ça change. Mais après, tout le début de saison a servi un peu d'ajustement. Voilà, du fait des recrues un petit peu tardives, Ballo Touré, en forme, pas en forme, etc. Et je trouve qu'ils ont développé des repères, donc de la confiance, donc pas de certitude, mais une force collective, tu en parlais Gérald, une force, un supplément d'âme. Et avec les résultats, la machine est lancée. Moi je ne crois pas au déclic dans le football. Des fois on dit déclic parce que dans le déclic, c'est connoté un peu un truc qui tombe du ciel. Non, c'est le travail. Et j'ai l'impression qu'ils ont compris comment il fallait jouer un match de Ligue 1. J'ai l'impression qu'il y a vraiment eu cette prise de conscience. Ouais. Ils se disent maintenant, voilà, c'est comme ça qu'il faut qu'on rentre sur la pelouse. Peut-être qu'il n'y avait pas ça avant. Et le déclic, il est là, justement. Peut-être que se dire, voilà, là, on a été récompensé. Prise de conscience. Voilà, ce que le public nous a réclamé. C'est le jour et la nuit. T'es beaucoup plus agressif. T'es meilleur dans les duels. Le positionnement des joueurs. Même Iboussane, quand il rentre, il met le pied, il fait des fautes. On voit derrière... beaucoup plus vicieux aussi sur le terrain. On perd pas un duel. Kwao, ça envoie du bois. Yegbe, Bamin, c'est costaud dans les duels. Colin, il fait le boulot. Dans les 1 contre 1, Alpha Touré, il est très bon. Donc tout ça, de toute façon, le football, on peut parler des heures de tactique, de technique. C'est d'abord l'agressivité, capacité à gagner tes duels. Sinon, tu ne peux pas exister. Et d'autant plus quand tu es promu et que tu joues le maintien, c'est avant tout une bonne organisation tactique,
mais les duels, capacité à gagner le ballon, puis ensuite à jouer de l'avant sans trahir son ADN qui est de jouer. Voilà. Tu parlais de Kwao qui envoyait du bois en ce moment. Il y a un bout de bois que l'on voit beaucoup en ce moment du côté du FCMS. Ouais, c'est des petites transitions comme ça. Belle transition. C'est le bâton de Bourbos. Maintenant, il reste dans les mains du FCMS. Ça, c'est la bonne nouvelle. On prend. Est-ce qu'on en fait pas un peu trop avec ce titre honorifique? Ça, c'est ce qu'on pourrait se poser, mais ça marche en fait. Est-ce que c'est pas une bonne chose finalement de trop en faire? Ça peut avoir un impact dans le vestiaire? Non, bah justement, on le voit sur les images, ils ont ramené sur la pelouse le bâton et tout. Donc non, il faut pas trop en faire. D'accord, c'est honorifique, mais on prend. Si ça permet de gagner les matchs ou ne pas perdre, faut continuer comme ça. Et puis ça ramène toujours un petit challenge. Souvent, les joueurs, ils aiment ça aussi, se donner des défis, ce genre de choses. Et quand tu as ça dans un vestiaire, ben, tant qu'on le garde. Est-ce que les autres équipes font pareil, c'est ça quoi? Ouais, j'ai l'impression que là, maintenant, la hype est un peu en train de monter aussi autour de ce bâton grâce aux réseaux sociaux. Ouais. Donc, c'est possible que, bon, Paris, peut-être moins, mais des équipes de plus mal classées ou même qui jouent peut-être... c'est peut-être nous qui sommes en train de le... Voilà, de le mettre on en avant, démocratise quoi. le bâton. Mais Tellement content de gagner après, quelque on va chose. vouloir nous le piquer. Ouais. Donc c'est l'effet pervers parce que il Il va falloir nous battre d'abord, parce que là, même un match nul, tu le conserves. Ouais, tu le conserves. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est un petit clin d'œil, mais je suis persuadé dans le vestiaire, ça Bien amène un petit truc en plus. On veut le garder, on veut le plus longtemps possible. Tu le vois dans là, la on a démarré une série. Ça aussi, c'est important. Une série. Enfin. On avait une série, hein, mais... Une série positive, vertueuse. Mais c'est aussi important parce qu'on a le goût un petit peu de la défaite quand on perd, etc. Là, en plus, avec des matchs sans encaisser de but, c'est important aussi. Donc, c'est toutes des choses qui, au niveau de la confiance, sont très importantes. Pour récupérer ce bâton, il faudra s'imposer face au FCMS qui, en ce moment, peut compter sur des hommes forts. On va en parler tout de suite. C'est l'heure du focus. Et oui, c'est vrai que dans toutes les bonnes séries, il y a des joueurs qui se montrent, se remontrent ou se dévoilent. On va faire le point sur quelques-uns d'entre eux. Évidemment, on pourrait parler d'à peu près tout le monde dans cette équipe, tant les joueurs sont en forme et on le sourire aux lèvres. Mais on va quand même faire, on va dire, quelques focus justement. Jean-Philippe Bama, évidemment. Gérald, homme du match. Quand on voit ce qu'il a fait, on en a déjà beaucoup parlé dans l'émission. Mais c'est vrai que le match d'hier encore prouve à quel point ce joueur est devenu très important. Alors, on peut rajouter 2 ou 3. Homme du match, je sais pas. C'est vrai que c'est difficile dans une équipe qui tourne comme ça de désigner quelqu'un parce que vraiment, tu as l'impression que tout le monde peut avoir son mot à dire. Mais oui, clairement, il devient essentiel. Techniquement, il fait des choses absolument admirables. Physiquement, c'est vraiment, voilà, il apporte quelque chose en plus. Peut-être que n'apportait pas d'anciens défenseurs centraux qu'on a eu et qu'on avait mis sur un piédestal. Je trouve que c'est un des meilleurs défenseurs centraux qu'on a, quand il joue comme ça en tout cas, depuis pas mal d'années. Stéphane, tu peux peut-être me confirmer. Depuis Stéphane Borbiconi d'ailleurs. Depuis Stéphane Borbiconi, voilà, j'ai l'impression qu'on a pas eu ce genre de Stéphane technique. Ça se voit que vous mentez. Ça se voit. Non mais on pense à Ismaël Traoré par exemple, qui était Ismaël Traoré, c'était un peu notre dernier taulier en défense. J'ai pas souvenir j'ai plus souvenir de matchs où il était un petit peu en retard, il avait la charrette, que des matchs comme ça où il y a une espèce d'apport technique. Aussi après. Oui, c'est pas le même profil, mais je comprends ce que voilà, tu veux dire. Tu n'avais pas ce côté un petit peu vista. C'est un des seuls joueurs qui surnageait lors du début de saison un peu compliqué de Metz, à part peut-être à Lille, où, comme toute l'équipe, il était un cran en dessous. Mais sinon, il était bien depuis le début de saison. Il a pris plus d'assurance, plus de confiance. Il fallait aussi qu'il prouve. Il arrivait dans un nouveau club. Et c'est un joueur très bon, très fort. Qui se permet en plus d'être essentiel statistiquement aussi. Hein. C'est une passe décisive pour Habib Diallo, celle-là sur le deuxième but notamment. Oui, c'est pas ça qu'on regarde chez un défenseur. On peut regarder là cette récupération, 89% de passes réussies. Mais c'est le dépassement de fonction, comme on l'a dit, qui te permettra d'aller viser un petit peu plus loin. Il ne faut pas faire seulement ce qu'on te demande, il va falloir faire un peu plus. Oui, la base pour un défenseur central, c'est gagner ses duels et pas faire d'erreurs. Mais s'ils font des passes décisives maintenant. Mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. Et il a une bonne. Mais il fait souvent ces transversales-là. Parce que pour donner une passe décisive comme ça, il faut à la fois être bon techniquement, il a un très bon jeu long.
précis et à la fois avoir le sens du jeu, c'est-à-dire le déplacement de Diallo, la vista. D'avancer, il a cette capacité d'avancer et déjà de casser une première ligne avec son attaquant. Et ça, c'est des choses voilà, il faut vraiment. Il était milieu défensif. Il faut être sûr de soi quand tu le fais et il y arrive. Et le fait justement d'avancer comme ça sur le terrain comme il le fait, ça lui ouvre les possibilités soit de lancer un attaquant, soit de prendre un relais avec un milieu de terrain. Et elle n'est pas évidente cette passe parce que, comme tu dis, il est en mouvement, il avance et sa passe est très précise et ça prouve qu'il a une bonne qualité technique, mais c'est un défenseur qui est très complet parce qu'il fait peu d'erreurs. Et on juge un bon défenseur sur la capacité à faire le moins d'erreurs possible parce que si pendant 89 minutes vous êtes bon et vous créez soit un pénalty, une faute de relance, vous perdez 1-0. C'est ça qu'on va retenir. Votre match, il vaut rien. Mais il fait peu d'erreurs, il est bon dans les duels, il est bon de la tête, c'est un bon relanceur. Et je trouve qu'il a une bonne aura sur l'équipe parce qu'il est calme, il dégage de la sérénité, il lit bien le jeu adverse. Vous voyez, il va couper les courses des attaquants adverses, il anticipe bien, donc ça fait un défenseur évidemment de haut niveau. Et il est régulier, ça c'est important aussi. Début de saison, quand on ne savait pas trop qui placer en défense et qu'on avait posé les questions justement aux supporters, c'était le premier nom qui venait, c'était Gbama plus un autre, souvent Sané aussi. Bon, Sané, malheureusement, depuis, il a eu quelques cartons rouges, mais c'était le gars serein derrière. Et puis, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans son jeu, on l'a mis en avant, mais c'est vrai que plusieurs fois, il tentait ses transversales et le jeu au pied, techniquement, c'est très propre. En revanche, ça me pose question sur la CAN, où pendant 2-3 semaines, il y sera. Et ça peut aller loin. Il y sera. Il ne sera pas. Il ne sera pas. Ils sont pas La Ghana, t'as Sadibou, t'as Kouao qui... Michel Mboula, quand tu vas revenir, peut-être. Michel Mboula, c'est vrai que tu risques d'être un petit peu démuni. Trop de compétition. C'est le débat qu'on a à chaque CAN, en fait. Oui. Et oui, c'est grâce à ça qu'on peut faire autant d'émissions, parce que c'est toujours les mêmes débats et à chaque fois on arrive à dire autre chose. C'est fou, ça. Côte d'Ivoire risque d'aller loin aussi, normalement. Il est vrai. Passe décisive pour Habib Diallo. Mathéo, Habib Diallo, c'est 2 buts en 2 matchs. Enfin, son premier à Saint-Symphorien cette saison. Je ne pose pas la question à Stéphane Borbiconi parce qu'il n'aime pas le mot, mais enfin le déclic. Déclic, non, en plus. J'aurais pas dit ça comme ça. Pour un attaquant, j'accepte le déclic, pas pour une équipe. Mais peut-être pas pour Diallo parce que le sens du but, il l'a quand même souvent eu. Son duel face à Monaco, c'est aussi un face-à-face. Son contrôle, en plus, sur ce but, il était presque trop parfait. C'est pour ça qu'après, ça cogne son autre jambe et il se l'emporte bien. Il arrive bien à décoller. Et puis le but, il est beau après. Le sens du but, il est là. On voit que... c'est pour ça qu'il a été recruté. On a besoin d'un neuf. Donc, franchement... c'est bien. Évidemment, on l'a vu en Zone Mix, je me permets de le lancer, je laisserai réagir dessus après. On l'a vu en Zone Mix à Habib Diallo, on lui a posé la question, où en est la confiance d'Habib Diallo, il répond. Tu disais que c'est avant tout une victoire collective, mais à titre personnel, on sent que physiquement ça va beaucoup mieux, ça fait 2 buts d'affilée, j'imagine que pour la confiance c'est important, tu es en train de monter en puissance aussi quelque part. Oui, après la confiance, je ne l'ai jamais perdue, donc après... On est des attaquants, on a besoin de marquer tout le temps. Mais des fois, il y a des matchs compliqués, tu n'as pas d'occasion et tout. Après, il faut rester à tête solide, donc continuer de travailler. Et voilà, là, j'ai eu mon occasion, je l'ai mis, donc j'espère que ça va continuer. Stéphane, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais dire juste, le but, on le marque aussi dans l'équilibre des forces. Ce que je voulais dire, c'est que Nice, à 1-1 chez nous, attaque. Parce que il se déplace chez un relégable, donc au niveau du rapport de force, ils prennent beaucoup de risques. Et il n'y a pas de gestion du déséquilibre et de sécurité surtout. Et ça profite évidemment à Diallo parce qu'il se retrouve en 1 contre 1. On a une passe de 60 mètres, contrôle qui est extraordinaire, et ensuite finition impeccable. Maintenant, on va être un petit peu plus attendu peut-être. On est l'équipe en forme, 3 victoires en 3 matchs. Je me demande si, par exemple, Brest, à 1-1 contre nous, va nous laisser autant de liberté ou de largesse au niveau de la défense. Et peut-être que si Nice devait rejouer ce match, à ce moment-là du match, peut-être qu'ils assuraient un peu plus de sécurité, c'est-à-dire un défenseur au marquage et un défenseur un petit peu plus en gestion de la profondeur. Il y en a un qui était attendu au tournant et qui répond présent, c'est Gauthier Hein, 3 buts sur ses 2 derniers matchs à lui, parce qu'il n'a pas joué le match face à Nantes, sinon sûrement qu'il aurait peut-être marqué, dont 2 pénaltys. Gérald, fini le spectre du brassard ?
Je ne sais pas s'il y avait vraiment ce spectre du brassard. Là, il était sur tous les ballons, encore une fois, il a été partout, Gauthier Hein. Mais c'est souvent qu'on le voit comme ça. Donc peut-être qu'après, dans les discours, il n'a peut-être pas la portée d'autres capitaines qu'on a eu avant, mais dans sa manière de se comporter sur le terrain. On l'a vu parler contre Lens, il a réuni ses coéquipiers. Encore là, il commence à avoir vraiment... Il commence à ses responsabilités. Il commence à les prendre de plus en plus. Ouais. Mais c'est surtout son aura sur le terrain. Sa manière de toute façon, quand Gauthier Hein va bien, le FC Metz va bien, et vice-versa. Là, tu le vois, il est partout sur le terrain, il fait des efforts. Sur tous les ballons, forcément autour, tu as envie de te battre autant que lui, il emmène tout le monde en fait. Mais c'est ça un leader. Un leader doit être la locomotive et irréprochable. Il doit avoir valeur d'exemple. Gauthier, je crois qu'il prend un jaune aussi sur il prend encore un jaune. Et sur un excès d'engagement, disons. Mais c'est bien, c'est des bons curseurs parce que ça montre aux autres joueurs qu'ils doivent aussi être... irréprochable au niveau de l'engagement. Penalty à ce moment-là du match, faut le mettre. Justement, c'était la question que je me posais. Les qu'on regarde beaucoup les statistiques dans le foot moderne, notamment pour les joueurs offensifs. Pour un meneur de jeu, ça l'est presque tout aussi important que pour un attaquant. Est-ce que les pénaltys dans ce genre de statistiques, on doit les décrédibiliser ou pas? Parce qu'on sait qu'en général, quand on dit qu'un attaquant marque 10 buts mais que c'est 7 sur pénalty, c'est pas forcément... Là, c'est vrai que c'est des pénaltys qui sont assez importants. C'est le premier face à Lens où tu mènes à 0. Là, c'est celui pour égaliser. Il y a quand même une petite pression derrière tout ça. Tu sais, quand il y a eu le penalty gate en début de saison avec Diallo, tu te dis que là, ensuite, quand il redevient tireur de penalty attitré et qu'il les met... Je crois qu'il réussit ses dernières tentatives depuis le début de la saison dernière. Quelque chose pas négligeable. Après, ça pondère un petit peu les statistiques. C'est sûr que si un attaquant marque 20 buts, il marque 15 sur penalty, tu les prends, quoi qu'il arrive. Le penalty, il faut le marquer. Il faut déjà un exercice. Prendre ses responsabilités. Il y a de la pression. Après, c'est un exercice qui n'est pas si simple que ça. Et ça fait du bien au moral, ça fait du bien au stade, ça ramène des points. Et après, c'est bien pour Gauthier, c'est sûr. On va parler d'autres statistiques maintenant et celle d'un autre joueur. Je vais d'abord vous les citer, vous allez voir à l'écran de qui il s'agit. 71% de duels remportés, 85% de passes réussies, 50 ballons touchés. Mathéo, il y a un joueur qui surprend plus que d'autres, c'est Alpha Touré aujourd'hui. Il me décevait un peu quand même en début de saison, même l'année dernière, parce qu'il n'osait pas. Là... Il ose un peu plus, c'est pas non plus encore le grand joueur qui va te casser les lignes, mais il est là dans les duels, ça c'est clair, il te récupère beaucoup de ballons, puis il essaye par moments d'orienter le jeu, mais il y temporise bien quand il faut. Ce qui est fort, c'est que maintenant, je pense que c'est clairement le gars qui sera titulaire et... Est-ce que, maintenant je vous pose la question, est-ce que là, Stambouli, quand il revient, tu mets Stambouli Touré? Ça fait quand même plusieurs rencontres, tu dis, parce que Deminguet, j'adore. Boubacar Traoré, c'est pas rien que tu mets sur le banc à ce moment-là. Deminguet, j'adore aussi comment il a joué. Était apte à jouer, c'est un choix. Les deux sont aptes à jouer à ce moment-là. Donc c'est un choix fort de mettre Traoré et Stambouli, 2 hommes d'expérience, sur le banc au profit d'Alpha Touré. Mais... Ils n'ont pas le même âge non plus. Stambouli, c'est vrai que tu peux le faire rentrer en fin de match pour stabiliser quand tu mènes 2-1. C'est bien. Oui, il est dans le vestiaire, il est dans la préparation du match. Il est certes remplaçant, mais il a de l'importance, tout comme Isma Traoré en avait l'année dernière, même quand il n'était pas titulaire sur le terrain. Mais ça conforte le collectif et le mérite revient à Alpha Touré qui fait les efforts, il est récompensé, il est titulaire. Maintenant, s'il veut conserver sa place, il doit être constant dans les performances. Et je pense que lui aussi a eu une prise de conscience, c'est-à-dire qu'il avait, je pense, un football un peu fantasmé où il faut bien jouer, faire des belles passes, etc. Il s'est rendu compte, Ligue 1, ce que je disais tout à l'heure, l'agressivité, les duels, milieu défensif, tu as le carré entre les deux... défenseurs centraux et les 2 milieux défensifs qui doivent donner le là au niveau de l'agressivité. Et lui, il est au cœur du jeu. Et on l'a vu à Toulouse, premier ballon, il se fait exploser de la tête, on perd le ballon aux abords de la surface et on prend le premier but, je crois. C'est ça. Et du coup, il a dû avoir cette... évolution au niveau de l'état d'esprit où il se dit tous les ballons entre deux, c'est moi qui dois les très jeune quand même, il découvre lui aussi comme beaucoup la Ligue 1
il a réussi à récupérer sa place pour le coup, le Mignon lui donnait beaucoup de confiance parce qu'il y a beaucoup de moments. Il a toujours précisé que c'était un joueur très intelligent pour son âge. Intelligent, il a un bon volume de jeu, c'est-à-dire qu'il est capable de courir beaucoup et longtemps. Il a un bon pied gauche. Ça amène une variété aussi dans l'entrejeu. Il a une bonne qualité technique aussi. Donc c'est un joueur qui est complet. Pour le coup. Jeune, avec des qualités, mais où il fallait qu'il s'adapte aussi à la Ligue 1, tout simplement. Et pour s'adapter à la Ligue 1, il y a certaines facilités qui le permettent. On lui a posé la question aussi en zone mixte et il a peut-être trouvé quel est, pas le déclic, on va pas dire le mot déclic, mais ce qui a fait qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Tu as le sentiment de monter en puissance là, Ouais, j'ai ce sentiment, mais comme je vous dis, c'est à l'aide de mes coachs et de mes coéquipiers. J'ai joué plusieurs postes et là, je me suis retrouvé à mon poste. Et voilà, je me suis dit, je vais tout donner pour l'équipe et je le fais. Gérald, c'est vrai que mettre les joueurs à leur poste, en général, ça permet un certain épanouissement et peu importe l'âge, on va dire qu'AlphaTauri illustre très bien cette théorie. Oui, complètement. C'est vrai que le retrouver au milieu de terrain, déjà, c'est mieux que de le retrouver en arrière-gauche. Le retrouver en arrière-gauure, ça veut dire plusieurs choses quand même. Ouais, déjà qu'il peut y jouer un petit peu, c'est bien, c'est un deuxième poste, c'est une solution, mais ça veut dire que tu n'as pas d'arrière-gauche. En fait, c'est l'avènement de Maxime Collin au poste de latéral gauche qui a engendré plein de choses. Hein. Le fait de pouvoir mettre Titashvili devant, de pouvoir se permettre de mettre AlphaTauri au milieu de terrain, de le titulariser. Alors il y a aussi l'effet de jeu, il y a le fait que on a manqué Traoré pendant quelques temps. Qui était malade et Stambouli qui était blessé. Donc il a pu se mettre en avant. Et puis maintenant que... Il l'a saisi. Hein. Comme Matteo l'a dit, maintenant c'est lui qui va être titulaire. C'est bien, mais de toute façon c'est très bien que la saison elle va être longue. Et qu'avec des cartons, des blessures, tu as besoin d'avoir du monde. Et pour savoir que tu peux compter sur lui maintenant, c'est quand même gratifiant, quoi. Je veux dire, il est jeune, il n'a pas non plus fait énormément de matchs, même en Ligue 2. Son premier match, c'était il y a pile un an, justement, contre le Red Star. C'est ça, son premier match match bien frustrant. Match frustrant avec Okidja. Mais bon, il a déjà été décisif pendant les barrages, donc... Voilà, c'est un joueur d'avenir. Alors, je ne sais pas jusqu'où quand son contrat court, mais ce genre de joueur, ça doit être 2026 ou 2027, je pense. Facile. Donc, à voir. Il demande à confirmer encore et encore. Il nous reste quelques minutes. L'occasion de vous poser une ultime question. C'est le retour de la trêve internationale. Alors, évidemment, petite coupure dans la dynamique. Mais est-ce que ça ne pourrait pas permettre à certains joueurs justement de se remettre un petit peu au niveau et de se refaire une petite place? Il y a peut-être des joueurs qu'on attend au tournant là, pendant cette trêve, non? Ça sert à ça, hein, les trêves internationales. À chaque fois, c'est le même débat. Ceux qui sont en manque de temps de jeu, qui sont à court physiquement à cause des blessures, des suspensions ou du manque de temps de jeu, tout simplement. Ça sert un peu à remettre tout le monde d'aplomb. Alors là, on peut la craindre cette trêve internationale cette fois-ci, étant donné que tout va bien pour le FCMS. On a tendance à penser que quand tu es sur une spirale positive, il vaut mieux enchaîner les matchs pour capitaliser et être dans l'élan de victoire. Là, ça casse un petit peu la dynamique, encore que la confiance engrangée disparaîtra pas en une semaine. On a pris 9 points en 3 matchs, ils sont là, au classement on prend une bouffée d'oxygène, on passe devant des concurrents directs, maintenant cap sur Brest, il y aura Rennes derrière. Voilà, après il faut conserver cette force collective, ce même niveau d'intensité, d'agressivité, et puis qui est trêve ou pas, parce qu'après, à trop se poser de questions, en fait, on se dit que ça va arriver, que ça casse la spirale. Non, la confiance est là, il faut continuer à travailler. Je les attends fort maintenant, du coup, contre Brest. Forcément, là maintenant, Brest, Rennes, Auxerre, on termine par Paris. Ouais. J'espère quand même, ça aurait bien 2 victoires quand même. Oui, puis on va être plus ou moins direct. On va être un petit peu attendu dans l'agressivité. Les équipes adverses analysent nos matchs, tout comme ils analysaient nos matchs en début de saison où on faisait des erreurs défensives parce qu'on voulait relancer court, trop court. Donc ils venaient nous presser à 4, à 5 très haut comme Lille, comme Toulouse. Et là, ils analysent une équipe agressive, bien dans les duels, à craindre,
avec Diallo qui est bon devant. Donc on sera attendu. Ça sera peut-être un football un petit peu différent. Ce qui serait bien juste, c'est de ne pas perdre au moins contre les concurrents directs. On joue à l'extérieur contre eux. Et si tu peux faire une belle performance à domicile, ce serait le mois de décembre rêvé au final. La dynamique du FC Metz, ce qui ne devrait pas trop s'arrêter. Nous, malheureusement, messieurs, on va devoir s'arrêter. Trêve ou pas. Et oui, malheureusement, on a le droit qu'à 1 heure. Hein, c'est pas 90 minutes. On négociera peut-être un peu plus tard pour ça. Mais il y aura un programme chargé pour cette trêve internationale de notre côté, évidemment. Je ne vous dis pas tout maintenant. On vous garde quelques surprises. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné. Et nous, on se dit à très vite sur Moselle TV.